Madame, monsieur, bonsoir, c'est l'heure de votre rendez-vous quotidien avec l'actualité sur ATV. Au sommaire ce soir. Journée de mobilisation contre les violences faites aux femmes en Martinique et dans le monde. Plusieurs organisations solidaires unissent leurs forces sous la bannière Pièce Violence contre Femmes. On en parle dès le début de cette édition. Dans ce journal aussi, un témoignage qui accable les accusés. Au deuxième jour du procès aux assises de Cédric Chaillot et Ludovic Marie-Louise, un voisin de la Seine a été entendu à la barre. Les deux hommes sont accusés de tentative de meurtre et de vol. Nous irons ensuite dans les allées du salon Forméo, un rendez-vous pensé pour accompagner les jeunes sur la voie du succès. Des centaines de lycéens sont attendus jusqu'à vendredi à l'IMS. Ce mardi 25 novembre marque donc la journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. Au lendemain de la publication du dernier rapport de l'Observatoire des violences faites aux femmes, 4 organisations ont uni leurs forces sur le territoire. Parmi les différentes actions, la rue piétonne à Fort-de-France s'est transformée en espace de mobilisation. Dorian Cayuela y était. Violences sexistes, violences faites aux femmes, en Martinique, trop de vies en portent encore les cicatrices. Ce matin, sur le campus, des étudiants volontaires se sont réunis pour comprendre, repérer et mieux combattre ces violences qui frappent souvent dans l'ombre. C'est un sujet qui me paraît pertinent, surtout à notre époque, où il faut vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui mène à des actions de dérive, on va dire, et qui peuvent avoir des lourdes conséquences sur des familles, sur des enfants, des personnes, etc. Sur notre territoire, une femme sur 5 subit des violences conjugales. Un chiffre glaçant que le collectif féministe prend à bras le corps. L'occasion pour nous d'aller plus loin que ce que nous avons l'habitude de faire. Le constat, il est fait. Les femmes sont majoritairement concernées par les questions de violence. C'est véritablement comprendre que la société dans laquelle nous vivons est une société qui n'est pas faite pour les femmes. Et cette société nous sommes des êtres construits. Et qu'est-ce qui nous construit? C'est tout ce qui nous entoure. Et tout ce qui nous entoure considère les femmes comme un genre inférieur. Et par conséquent, c'est ça qu'il faut que nous interrogions. En Martinique, plus de 1200 femmes ont porté plainte cette année pour des violences commises par un homme. Comme cette mère de famille qui, après le signalement de l'infirmière de sa fille, a pu trouver une solution grâce au SAMU social et à l'UFM. Une bouée de sauvetage qui lui a permis de se mettre à l'abri. Ici, ça se passe très bien. Je suis bien logée et nourrie. Et c'est après qu'on m'a dirigée ici parce que j'ai expliqué la situation avant, au début, j'ai porté plainte contre le papa avant d'arriver dans le logement. J'ai expliqué ma situation parce que j'étais vraiment pas bien. J'étais à 2 doigts de tout casser, tout machin. C'est après que je me suis dit, bon, les choses vont s'arrêter là. Maintenant, je prends une nouvelle vie en main. Certaines trouvent refuge et accompagnement au CHRS de Fort-de-France, un lieu discret où elles peuvent souffler, se reconstruire et préparer un vrai nouveau départ. Le préfet de la Martinique s'y est rendu pour l'occasion. Comme ici, dans ce CHRS, qui, le jour comme de nuit, même à 3h du matin, peuvent trouver une solution d'hébergement à une femme qui a été victime de violences et à ses enfants. Plus d'une 40aine de places qui sont offertes. C'est notre premier partenaire pour l'hébergement de femmes victimes de violences. Il y a des marges cependant de progrès, même si l'accueil ici est très très bon. Moi je constate par exemple que quasiment tous nos dispositifs d'hébergement sont centrés sur la zone de Fort-de-France. Une journée de mobilisation nationale qui pourtant devrait devenir un combat quotidien pour tout un chacun. À la une aussi de l'actualité, deuxième jour du procès aux assises de Cédric Chaillot et Ludovic Marie-Louise. Pour rappel, les deux hommes comparaissent à nouveau devant la justice pour une affaire de tentative de meurtre et de vol. Des faits qui remontent à mai 2019. Un voisin de la Seine a livré son témoignage aujourd'hui à la barre. Le compte-rendu d'audience de Ryan Agnès. Cédric Chaillot et Ludovic Marie-Louise sont de nouveau dans le box des accusés. En mai dernier, ils ont été condamnés à de lourdes peines pour assassinat. Cette fois, ils répondent d'une autre affaire, une tentative de meurtre et un vol en récidive. 2 autres hommes présentés comme leurs complices sont jugés à leur côté. Les faits remontent au 9 mai 2019. Ce jour-là, Edgy Émilie Rosamond, employée dans un entrepôt sous douane, quitte son travail. Une voiture rouge arrive, un T-Max également, et des individus lui demandent ses clés. Il s'enfuit alors. 2 hommes masqués descendent du véhicule et le poursuivent. Ils se cachent derrière une voiture stationnée, mais 3 balles l'atteignent entre l'abdomen et la cuisse.
Les enquêteurs évoquent rapidement une tentative de vol. Dans le dépôt, 6 motos neuves étaient stockées. C'est cette scène violente et le rôle de chacun des accusés que la Cour examine à nouveau aujourd'hui. Ce matin, la Cour entend un témoin qui affirme avoir assisté à la scène en 2019. Son récit reste globalement le même que celui donné au commissariat, mais avec quelques variations relevées par la défense. Les avocats s'en sont saisis pour interroger longuement le témoin devant les jurés, cherchant à pointer des zones d'ombre et à tester la solidité de sa déposition. Si vous voulez, il y a des fois des réactions qui sont faites à chaud, c'est-à-dire quand on a des fois des réactions qui se font le jour même, maintenant 5-6 ans après, il y a des souvenirs qui s'estompent. Donc ça peut arriver qu'il y ait des discordances, mais bon, ce n'est pas choquant, la Cour et le jury vont apprécier le moment venu. Ce témoin affirme d'ailleurs ceci devant la Cour. J'avais l'impression qu'il voulait le tuer. Le gars était déjà au sol. Un autre témoin a ensuite été entendu par la Cour. Il s'agit du chef d'entreprise qui détenait le dépôt où a eu lieu le braquage et la tentative d'assassinat. Il explique que la victime était son collaborateur et qu'il n'a jamais eu de problème avec lui. Il précise également être rapidement intervenu sur place et avoir trouvé son employé déjà pris en charge par le SAMU. Il ajoute que le contenu du dépôt peut être aperçu depuis la rue. Les avocats de la défense ont longuement interrogé ce témoin pour comprendre comment cela était possible. Nous sommes encore au début, bon, je connais la suite. Bon, c'est normal, les accusés vont certainement se défendre. Et comme ils vont le faire, leurs avocats ils sont redoutables. Ils sont redoutables, mais cependant, la justice va éclater. La vérité va éclater. Nous attendons que la justice soit rendue. Rappelons que Cédric Chaillot et Ludovic Marie-Louise avaient déjà été condamnés à de lourdes peines il y a quelques mois. Le procès, lui, doit se poursuivre jusqu'à ce vendredi. Intéressons-nous à présent au dispositif Via Trajectoire Grand Âge. Cette plateforme vise à fluidifier le parcours des personnes en perte d'autonomie, particulièrement les seniors. Une signature de convention a eu lieu à ce sujet ce matin, en présence notamment de l'ambassadrice de ce nouveau dispositif, Jocelyne Béroir. L'artiste a accepté de porter sa voix sur cette thématique cruciale pour la Martinique. Les précisions recueillies par Sandrine Claude. Quand vous avez une maison, vous aviez 6 enfants et que vous vous retrouvez tout seul dedans, c'est une maison qui est trop grande pour vous, qui a sans doute des escaliers, vous pouvez tomber, etc., etc. Il y a un moment où il faut commencer à penser à la santé physique et mentale, en fait, du parent qui reste là. Ce dispositif a cette chose intéressante, c'est qu'on ne fait un dossier qu'une seule fois et pas 150 fois. En plus, on peut être guidé, on peut être aidé. Et à partir du moment où on a des données, il y a une surveillance qui est beaucoup plus, plus rassurante quelque part. Parce que quelqu'un qui a des prémices de ceci ou de cela, eh ben on va tâcher de savoir un peu plus facilement ce qu'elle devient, si elle a besoin justement d'être surveillée un peu plus ou placée quelque part où elle aurait un soutien médical. D'éviter les ruptures entre les différentes administrations, entre les différents opérateurs médico-sociaux, notamment pour ce qui est de l'hébergement des sujets âgés, en simplifiant l'accès aux formulaires par la voie du numérique. Le deuxième enjeu, c'est simplifier les parcours de vie. C'est vrai pour la personne âgée, c'est vrai pour la personne handicapée. Les publics visés sont les sujets âgés. Alors vous savez, on est âgé pour un gériatre à compter de 75 ans, au sens clinique du terme. Mais c'est en fait pour toutes les personnes qui souffrent encore une fois de handicap, d'isolement et qui ont besoin d'une solution qui est une solution d'hébergement lorsqu'elles sont isolées à leur domicile. C'est cela notre public cible. Et puisque l'on parle de santé, les professionnels du secteur se sont retrouvés à Fort-de-France pour un séminaire consacré à la responsabilité et à l'offre de soins en Martinique. Objectif, mieux comprendre les besoins du territoire et répondre aux difficultés du quotidien. Médecins, infirmiers libéraux ou encore personnel administratif ont pu échanger afin d'améliorer ensemble le parcours de soins sur l'île. Les détails face à la caméra de Ryan Anias. Comment est-ce qu'on met en commun nos forces? Comment est-ce qu'on s'appuie sur les succès et les défis qui sont relevés dans les territoires, les différentes zones de la Martinique pour améliorer l'offre de soins de manière globale, la réorganiser pour mieux répondre aux besoins de la population. Parmi les personnes présentes aujourd'hui, on a des administratifs, des soignants, donc des directeurs d'hôpitaux,
on a des cadres de soins, on a des médecins, on a des personnes du monde libéral, parce que l'objectif aussi de repenser l'offre de soins, c'est pas de se dire que c'est l'hôpital qui fait tout, c'est tous les acteurs du soin en Martinique qui se rassemblent pour améliorer l'offre de soins. Parce que quand on parle de parcours, le patient, il démarre avec son médecin traitant, et puis il est peut-être suivi à l'hôpital, et à un moment donné, il y a un échange d'informations qui est nécessaire parce que l'objectif, justement, c'est de comprendre les spécificités de la population, d'être au contact de la population pour qu'on lui donne les éléments pour être acteur de sa prise en charge. Et cette démarche, elle est innovante sur le territoire national et la Martinique va être le premier territoire des Outre-mer qui s'engage dans cette démarche de responsabilité populationnelle qui a déjà fait ses preuves sur le territoire national, puisqu'il y a aujourd'hui 10 territoires qui sont engagés dans la responsabilité populationnelle. Ce n'est pas une obligation légale, mais c'est une démarche volontaire pour repenser le soin à la population. Autre rassemblement de professionnels, mais cette fois autour de la formation. La 6e édition du Salon Forméo a ouvert ses portes ce matin à l'Institut martiniquais du sport au Lamentin. Un rendez-vous à destination des lycéens et du grand public. Plusieurs dizaines d'établissements et de structures institutionnelles y sont présentes pour orienter les futurs étudiants. Le reportage de Sandrine Claude. Au Salon Forméo ce matin, ils sont plusieurs centaines à chercher une voie, une vocation ou tout simplement davantage d'informations sur une filière qui leur dirait bien. Ce groupe de jeunes lycéennes fait le tour des stands. C'est en anglais qu'elles sont reçues sur celui-ci. La diversité des offres de formation proposées vient répondre directement à leur projet d'études. Alors de base je m'intéressais au commerce, mais on s'est arrêté au tourisme et à la GTLA, une université vers le transport. Au lycée, je trouve qu'on ne nous parle pas beaucoup des études supérieures. Donc c'est bien pour s'informer et de prendre toutes les brochures, toutes les informations possibles. Avant de venir, je me suis dit c'est une opportunité de découvrir d'autres métiers que je ne pensais pas peut-être savoir. Et aussi pour aussi m'intéresser à ce que je voulais faire déjà. Je ne sais pas pour les autres, mais moi, oui, jusqu'à présent, je ne sais pas ce que je veux faire. Mais grâce à des stands comme ça, je trouve que ça nous aide et que c'est plus simple. Des établissements internationaux, mais aussi plusieurs îles de la Caraïbe ont fait le déplacement. Ici, une structure de République dominicaine. Elle espère recruter des Martiniquais et pour cela, elle est venue avec dans ses valises des formations dans des secteurs plus que jamais d'actualité, la cybersécurité ou encore l'intelligence artificielle. De même que nous existons dans le monde physique, de même aussi nous existons dans le monde cybernétique, dans le monde informatique aussi. Et l'objectif, c'est de les enseigner à comment sécuriser ces données, tant sur le plan personnel et organisationnel aussi. Des formations innovantes, mais il y a aussi celles déjà bien connues sur le territoire. Certains secteurs, à l'image de l'hôtellerie, souffrent aujourd'hui de clichés. Le défi est de faire connaître à ces futurs étudiants l'étendue des métiers encore peu connus. Qu'on puisse vraiment leur partager en fait ce qu'on propose et qu'on puisse aussi leur faire découvrir que dans l'hôtellerie, la restauration et le tourisme, il n'y a pas que des postes à la réception ou en service, mais il y a aussi un panel en fait de métiers qui existent et que du coup ils peuvent très bien intégrer l'école pour pourquoi pas peut-être accéder à des fonctions de manager ou de direction par la suite. L'événement en est à sa 6e édition. Son principal enjeu reste inchangé, aider les jeunes à construire leur avenir professionnel en les mettant directement face à des opportunités de formation. C'est de faire la promotion de notre BTS, donc BTS SP3S, qui est dans le service prestations sanitaires et sociales. Moi, je me suis portée volontaire parce que vraiment ce BTS-là, c'est un BTS qui me tient à cœur. Dans l'éducation nationale, nous avons de plus en plus de formations qui se tournent vers les métiers d'avenir. Par exemple, sur la sécurité, nous avons des formations qui permettent vraiment aux jeunes de pouvoir rentrer sur ce secteur qui embauche de plus en plus. Et puis nous avons aussi des formations qui sont parfois un petit peu délaissées par les jeunes alors qu'elles sont insérantes. De plus en plus, les jeunes, les lycéens, ils s'informent sur la date de ce salon pour être au fait des formations qui existent sur place, celles qui sont également à l'international, puisque nous recevons le Canada pour lequel il y a une véritable
on va dire, un intérêt de plus en plus fort des Martiniquais. Donc oui, il y a une attente parce que nos jeunes veulent construire leur projet professionnel et c'est l'occasion de le faire avec ce salon. Le salon Forméo, qui a ouvert ses portes aujourd'hui, se déroule jusqu'à ce vendredi au sein de l'IMS. Vous le savez, en ce mois de novembre, l'on célèbre l'économie sociale et solidaire. De nombreuses actions ont été menées depuis le début du mois. Et ce matin, c'est au campus de Schellcher qu'un rendez-vous était organisé par l'association étudiante ADEOM et la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire de Martinique. Au programme, jeux, animations, mais aussi rencontres avec des invités inspirants. Les détails recueillis par Dorian Cayuela. Territoire, en fait, c'est 16% des emplois privés. L'ESS est incrusté fondamentalement dans le territoire et est un acteur très important. L'ESS, c'est aussi pour le territoire. J'imagine que à peu près tous, vous connaissez le la sauté, les coups de main, l'entraide de différents styles, les sous-sous. En fait, ça, c'est la base de l'économie sociale et solidaire sur le territoire. Plusieurs acteurs de l'économie sociale et solidaire qui œuvrent à ce que l'humain soit au cœur de l'activité et de l'économie de la Martinique. Quand on en entend parler, on entend forcément des personnes qui font l'élagage, l'espace vert, etc. Ce n'est pas forcément ça. L'économie sociale et solidaire, ça peut être dans le cadre de la restauration, l'alimentation. Vous avez le cas, comme je vous l'ai dit, au niveau de Emery Dom, qui réalise des ateliers chantiers d'insertion afin de permettre à des personnes éloignées de l'emploi de faire des activités telles que l'alimentaire, le transport de personnes. L'économie sociale et solidaire, aujourd'hui nous avons fait ce forum pour pouvoir sensibiliser les étudiants à ce qu'est l'économie sociale et solidaire. L'un des objectifs de l'association Alliance économique ADEOM, c'est de rendre justement l'économie accessible et compréhensible par tous. Donc on est vraiment ici pour sensibiliser les étudiants à cette thématique, tout en faisant un micro-trottoir, en les interviewant. Pouvoir être un porte-parole pour les jeunes, de pouvoir mettre en avant justement notre activité économique, l'activité économique martiniquaise, parce qu'on a plein de choses. Souvent, on va chercher ailleurs, alors qu'il y a tellement de choses qui se font en Martinique, et je trouve ça bien dommage, on trouve ça bien dommage, les membres de l'association, de ne pas mettre en avant justement notre patrimoine. Donc justement, à travers... Comment nos récifs coralliens se portent-ils? Pendant toute la semaine, la Martinique accueille le Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens. Et on en parle tout de suite avec la chargée de mission milieu marin à la DEAL, Pauline Belnou. Pauline Belnou, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors je le disais, le comité national de l'IFRECOR qui est actuellement en Martinique pour une semaine. Quels sont les enjeux de cette semaine ? Alors cette semaine, effectivement, on reçoit le Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens. C'est un regroupement national de plein d'acteurs différents, institutions, associations, chercheurs, collectivités, qui se structurent à la fois par un comité national et aussi des comités locaux dans chaque territoire d'outre-mer qui possède des récifs coralliens et aussi des mangroves avec la Guyane. Et ça a pour but effectivement de créer une plateforme d'échange, de coopération et de rassembler tous ces acteurs qui jouent sur ces milieux fragiles que sont les récifs coralliens, les herbiers et les mangroves, et de pouvoir discuter à la fois de l'état de santé de ces milieux et aussi de savoir quelles actions on peut mettre en place pour les préserver. Une initiative qui a été créée au tout début des années 2000, donc plus de 20 ans après. Finalement, quel est le constat et plus particulièrement pour la Martinique, dans quel état se trouvent nos récifs coralliens ? Alors malheureusement, je ne vais pas apporter une bonne nouvelle, mais effectivement, une des premières actions qu'on fait, parce qu'il y a un comité local IFRECOR qui est piloté par la DEAL Martinique, et une des premières actions qu'on finance, c'est le suivi de ces récifs, parce que pour mieux protéger, il faut connaître ces milieux. Et donc les suivis qui ont lieu, comme vous le dites, depuis maintenant presque 20 ans, on constate que nos récifs coralliens sont très malades. Pour dire des chiffres, effectivement, sur les derniers suivis qui ont lieu en début d'année 2025, on a constaté que sur des récifs très connus comme la Caille d'Olbian près du Diamant. On est passé d'un récif avec beaucoup de coraux, de gorgones, d'éponges, de poissons très poissonneux, avec 60% de couverture corallienne qui aujourd'hui est passé en quelques années à 16% seulement. Donc il y a vraiment une chute drastique de ces récifs. Quelles sont les conséquences de cette chute drastique ? Alors les chutes, c'est ce qu'on veut vraiment mettre le message important auprès de nos collectivités, de nos élus, que le fait de perdre les récifs coralliens, on en perd
du coup les fonctionnalités. Alors qu'est-ce qui nous apporte? Il y a à la fois un gros enjeu au niveau de notre activité de pêche par rapport à nos 536 marins pêcheurs professionnels, mais aussi notre pêche de plaisance, parce qu'on a presque 25 000 pêcheurs de plaisance sur l'île. Donc il y a une grosse perte à la fois par rapport aux poissons, mais on a aussi une perte économique par rapport au tourisme, parce que c'est un gros enjeu sur notre territoire. On compte 40 structures de plongée. On sait que 85% des 140 000 plongées qui ont lieu chaque année, ce sont des touristes qui les font. Donc il y a un gros enjeu économique. Et effectivement, perdre ces récifs-là, c'est à la fois une répercussion sur notre économie. Et comment expliquer du coup cette perte de récifs coralliens? Alors ça s'explique par plusieurs phénomènes, plusieurs pressions, à la fois climatiques, parce que avec le réchauffement climatique, effectivement, la température des eaux augmente, ce qui crée un phénomène de blanchissement qui justement entraîne une mortalité de nos récifs. On a vécu 2 épisodes de blanchissement en 2023 et 2024 qui ont contribué à 78% de perte de nos coraux, ce qui est énorme. À ça, c'est ajouté plusieurs phénomènes biologiques avec des invasions comme le poisson-lion, comme un herbier, l'Halophila, etc. Et en plus de ces pressions climatiques biologiques, on a aussi les pressions anthropiques qui sont assez conséquentes. Donc parmi elles, le gros enjeu, c'est l'assainissement en Martinique, qui représente une des pressions majeures, plus d'autres pressions que sont effectivement toutes les activités nautiques qui ont des impacts sur nos milieux. Et ce sont ces pressions anthropiques que l'on peut changer finalement nous-mêmes avec des politiques pensées en ce sens. Pour ce qui est du réchauffement climatique, j'imagine évidemment qu'au niveau simplement de la Martinique, ça va être compliqué de changer quoi que ce soit. Voilà, c'est pour ça que dans ce comité national qui rejoint, on a invité et ils ont bien répondu présent tous nos partenaires locaux, associatifs, que ce soit le Carbet des Sciences, la Sopamar, la Sommer, toutes ces associations-là, plus nos bureaux d'études, plus tous nos partenaires en administration publique, que ce soit l'Office de l'eau, le Parc marin évidemment. On se met autour de la table pour se dire quelles actions mettre en place. Donc il y a des actions qui sont déjà mises en place. On essaye de créer des zones de mouillage organisées pour justement protéger nos herbiers. On a une application Navenco qui permet de sensibiliser les plaisanciers ou ancrer correctement. On mise évidemment sur la sensibilisation parce qu'on considère que l'avenir se joue avec nos enfants et que des enfants sensibilisés à nos récifs, c'est eux qui vont nous aider à les protéger. Donc on finance aussi beaucoup d'actions auprès de nos associations qui sont très impliquées. Donc c'est plein d'actions comme ça. Et on peut espérer une amélioration de la situation en étant optimiste? Alors si nos collectivités, nos élus participent à cet enjeu et à cette action, à nous aider à agir, on peut essayer d'améliorer notre qualité des eaux et en tout cas aider ces récifs à rester en bonne santé. Je pense que le message est passé. Merci beaucoup Pauline Belnou d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci. Ce week-end, les férus de kilomètres vertical avaient rendez-vous sur la montagne Pelée. Julia Aran et Cyril Prudent se sont offerts une belle victoire lors de l'ascension de la Vieille Dame, avec un départ donné au niveau des gorges de la falaise pour une arrivée au 2e refuge. Il valait mieux être en forme. Karine Chassol et Robert Beauregard. Ça s'est bien passé. Les courses comme ça, c'est intense du début à la fin. Et je peux dire que ça s'est bien passé en retour de blessure. Je suis partie un peu fort, donc j'ai eu un petit coup de lactique, j'ai mangé et après je suis repartie. C'était bon. Faire la course pour soi et on doute tout le temps du monde, on sait pas trop se situer, faut pas s'endormir, donc on sait jamais vraiment, on le sait vraiment qu'à l'arrivée ici, si on a gagné ou pas. Je suis contente, c'est chouette, non, mais c'est surtout essayer de voir qu'on progresse. Et l'objectif, c'est de voir que l'entraînement, ça paye.
Retour en Martinique, comme chaque soir, on regarde ensemble le calendrier de l'EFS. Demain, vous pourrez donner votre sang au CFA de la CCIM Skillfort Campus à Cazenavire, à Schellcher, de 8h à 13h. Autre possibilité, la Maison du Don, immeuble Le Fils, quartier Dillon à Fort-de-France, de 8h à 14h. Avant de se quitter, je vous rappelle la principale information de ce mardi 25 novembre. Les associations martiniquaises mobilisées à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. Elles étaient réunies à la rue piétonne de Fort-de-France pour faire entendre leur voix. Ça y est, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. L'actualité continue sur nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, même heure. Passez une excellente soirée sur ATV.